Le vol décolle sans accroc. Les paramètres moteurs sont stables, la consommation normale, les jauges affichent un niveau rassurant. Rien d'anormal dans le cockpit. Et pourtant, moins d'1 heure plus tard, tout bascule. Le premier moteur s'éteint, puis le second. En quelques secondes, le bruit des turbopropulseurs disparaît, remplacé par un silence que personne n'oubliera. Comment un avion moderne peut-il tomber en panne sèche alors que ses instruments affirment qu'il reste du carburant ? Dans Aéropéru, l'avion mentait sur sa vitesse et son altitude. Ici, il va mentir sur son carburant. Le danger n'est pas encore visible, mais il est déjà dans le cockpit. L'avion est prêt. Sur le tarmac de Bari, la lumière d'été écrase le béton. Autour de l'ATR 72, tout ressemble à une préparation ordinaire. Rien ne paraît anormal. Les deux pilotes connaissent parfaitement cette machine, ils l'ont encore pilotée la veille. Les gestes sont familiers, les vérifications s'enchaînent, les listes sont cochées. Dans le cockpit, les écrans s'allument, les voyants répondent, les paramètres semblent cohérents. Et surtout, les jauges carburant affichent une quantité rassurante. Dans un avion de ligne, cette indication n'est jamais anodine. Elle structure l'autonomie, les marges et les décisions possibles. Si le carburant affiché est suffisant, alors le vol peut partir. Pour l'équipage, tout tient debout. La route entre Bari et Djerba est une ligne régionale connue, sans difficulté apparente. Le vol est court. La météo ne présente pas de menace évidente. L'avion est apte au vol. Rien dans ce cockpit ne ressemble à un piège. Et c'est précisément le danger. Parce qu'un cockpit ne devient pas dangereux seulement quand une alarme retentit. Il peut devenir dangereux beaucoup plus silencieusement. Quand une information fausse ressemble parfaitement à une information vraie. À cet instant, tout semble logique. Le vol, la route, le carburant, les instruments. Le problème, c'est que cette logique repose sur une erreur que personne ne voit encore. En vol, tout semble mesuré, calculé, rassurant. Chaque chiffre, chaque voyant, chaque indication paraît maîtrisée. Et tant que les paramètres sont au vert, personne ne doute. Mais les chiffres aussi peuvent mentir. Sous les ailes, la réalité est simple. Soit il y a du carburant, soit il n'y en a pas assez. Mais dans le cockpit, cette réalité n'apparaît jamais directement. Les pilotes ne voient pas dans les réservoirs. Ils voient des jauges, des chiffres, des indications électroniques. Et ils leur font confiance. Sur ce vol, tout semble cohérent. Les instruments indiquent une quantité rassurante, les documents confirment cette impression, les vérifications sont faites, les cases sont cochées. Rien, à ce stade, ne donne l'image d'un avion en manque de carburant. Et pourtant, le piège est déjà là. Le problème ne se trouve pas dans une fuite visible, ni dans une panne spectaculaire. Il se cache dans la manière dont l'avion mesure ce qu'il transporte. Autrement dit, le danger n'est pas seulement dans les réservoirs. Il est dans le système chargé de dire ce qu'ils contiennent. À partir de là, une fracture s'installe. D'un côté, la réalité physique. De l'autre, la réalité affichée. Dans les ailes, le carburant disponible n'est pas celui que le cockpit croit avoir. Mais tant que les écrans restent rassurants, l'équipage n'a aucune raison immédiate de remettre toute la logique du vol en question. C'est ce qui rend ce piège si dangereux. L'avion ne signale pas d'emblée un manque évident de carburant. Il continue d'afficher une version rassurante de la situation, une version cohérente, une version crédible, une version fausse. Ce n'est pas le réservoir qui ment. Un cockpit calme. Les chiffres verts des instruments défilent avec calme. Tout semble normal. Mais au centre du tableau de bord, un indicateur ment. Pas bruyamment, pas visiblement, il ment en douceur. Ce n'est pas une panne franche, ce n'est pas une alarme. C'est une mauvaise vérité installée dans le cockpit. L'instrument concerné s'appelle le FQI, Fuel Quantity Indicator, l'indicateur de quantité carburant. Son rôle est simple en apparence, dire au pilote combien de carburant se trouve dans les réservoirs. Mais en réalité, il ne pèse pas le carburant directement. Il reçoit des signaux électriques envoyés par des sondes placées dans les réservoirs. Puis, il transforme ces signaux en une quantité affichée au cockpit. Et cette transformation dépend du type d'avion, car un ATR-42 et un ATR-72 se ressemblent. Ils appartiennent à la même famille, ils partagent une architecture proche, mais leurs réservoirs ne sont pas identiques. Leur capacité n'est pas la même. Leur calibration carburant
n'est pas la même. C'est précisément là que se cache l'erreur. Sur l'avion de Tuninter, un indicateur destiné à un ATR-42 est installé sur un ATR-72. La pièce peut sembler compatible. Elle peut entrer dans le tableau de bord. Elle peut s'allumer. Elle peut afficher des chiffres cohérents. Mais elle ne parle pas le bon langage. Elle interprète les signaux des réservoirs comme si elle se trouvait sur un autre avion. Résultat, le cockpit affiche plus de carburant qu'il n'y en a réellement. C'est une erreur redoutable, parce qu'elle ne ressemble pas à une panne. Une panne attire l'attention. Une alarme force à réagir. Un instrument éteint crée un doute immédiat. Mais ici, l'instrument fonctionne. Il affiche une valeur. Il donne une information propre, lisible, rassurante. Sauf que cette information est fausse. À partir de ce moment, le danger n'est plus seulement dans les réservoirs. Il est dans la confiance accordée à l'instrument. Les pilotes croient lire une quantité de carburant. En réalité, ils lisent une erreur parfaitement présentée. Une mauvaise pièce ne suffit pas à provoquer un accident. Il faut encore que tout le système la reconnaisse comme légitime. Et ce jour-là, c'est exactement ce qui s'est passé. L'erreur ne reste pas toujours visible. Parfois, elle entre dans une procédure. Elle passe par une fiche technique. Elle reçoit une validation. Et à partir de là, elle ne ressemble plus à une erreur. Elle ressemble à une information conforme. Dans le cas du vol Tuninter 1153, le danger ne vient pas seulement d'une mauvaise pièce installée sur l'avion. Il vient de ce qui se passe ensuite. L'indication carburant devient fausse. Mais autour d'elle, tout continue de fonctionner normalement. La maintenance suit ses documents, l'exploitation voit un avion disponible, l'équipage verra des instruments cohérents, chaque maillon regarde sa partie du système, et chaque partie semble acceptable. C'est là que le piège devient redoutable. Une panne visible déclenche une réaction. Un voyant rouge, une alarme, une valeur incohérente, quelque chose force à s'arrêter. Mais ici, l'erreur ne crie pas, elle s'intègre. Elle prend la forme d'un chiffre propre, d'une jauge lisible, d'un avion déclaré apte au vol. Au moment du ravitaillement à Bari, rien ne paraît incohérent. Les chiffres se répondent entre eux. La jauge confirme l'attente. La routine confirme l'ensemble. Mais ce que les instruments racontent n'est plus la réalité physique des réservoirs. À ce stade, le système ne détecte plus l'erreur. Il la protège, non par volonté, mais parce que chaque contrôle, pris isolément, semble normal. Quand l'équipage monte à bord, il ne voit pas un avion suspect. Il voit un avion autorisé à voler, un avion documenté, un avion ravitaillé. Mais cette certitude repose sur une fausse base. L'avion ne part pas seulement avec trop peu de carburant. Il part avec trop peu de carburant, mais avec un cockpit qui dit l'inverse. L'avion est en croisière depuis près d'une heure. Dans le cockpit, tout respire encore la routine. Les paramètres surveillés, quelques échanges courts, le bruit constant de l'air sur le fuselage. Rien ne ressemble à une urgence. Puis, sans prévenir, le son familier change. Pas une explosion, pas un choc, seulement cette impression étrange d'une puissance qui se retire. Une alarme coupe le silence. Sur le tableau de bord, le moteur droit affiche une perte brutale de puissance. Le copilote relève les yeux. Moteur 2, paramètres en baisse rapide. Le commandant répond sans hausser la voix. Je prends les commandes, checklist pas de moteur. À cet instant, la peur n'a pas encore sa place. Dans un cockpit, on ne devine pas, on applique. Les gestes s'enchaînent. Identification du moteur, vérification des alarmes, contrôle de la température, de l'huile, des vibrations. Rien n'indique un feu, rien n'indique une rupture mécanique, rien n'indique une fuite évidente. Tout ressemble à une extinction moteur classique. L'avion continue d'avancer, porté par le moteur gauche. Le cockpit redevient presque calme, mais un calme différent. Un détail pourtant dérange le copilote. L'indication carburant ne raconte pas exactement la même histoire d'un côté et de l'autre. Pas assez pour tout remettre en question, juste assez pour faire naître une hésitation. Écart léger sur le réservoir droit. Le commandant tranche. On surveille. Pour l'instant, on traite la panne moteur. C'est logique, c'est conforme à leur formation, c'est exactement ce que leurs instruments leur demandent de croire. Mais c'est aussi le piège. Dans l'ombre du cockpit, les chiffres restent rassurants. Trop rassurants. Pour eux, c'est une panne moteur. En réalité, c'est le premier signe que le cockpit leur ment. Une seule hélice tournait encore, prise dans le vent. Puis elle ralentit.
Le grondement s'efface d'un coup, plus rien. Le silence est aussitôt déchiré par l'alarme. Engine 1 fail! Dans le cockpit, il n'y a plus de place pour le doute. Le commandant garde les yeux devant lui. Ses mains vont déjà vers les commandes. Double panne moteur! Je confirme. Le copilote tente la relance. Fuel flow check! Igniters on! Mais les voyants rouges restent rouges. Pas d'allumage. On plane. Deux moteurs qui s'arrêtent presque ensemble ne racontent plus la même histoire. Ce n'est plus une anomalie technique, ce n'est plus une panne isolée. C'est la vérité qui remonte enfin à la surface. Il n'y a plus de carburant utilisable. L'avion glisse maintenant dans l'air, silencieux, seulement emporté par sa vitesse et par le vent qui frappe la carlingue. La survie n'est plus une idée, c'est une procédure, une trajectoire, une décision à prendre avant que l'altitude ne disparaisse. L'ATR 72 n'est plus un avion de ligne. C'est un planeur de plusieurs tonnes au-dessus de la Méditerranée. Dans le cockpit, les alarmes se taisent peu à peu. Il ne reste que le souffle du vent, les voix contrôlées et les gestes répétés. L'équipage poursuit la séquence de survie. Vérifier, recalculer, tenter encore. Mais derrière les procédures, une certitude commence à céder. Ils ont pris un cap. Ils ont pensé pouvoir rejoindre Palerme. Ils ont raisonné avec les informations qu'ils avaient. Mais l'ATR descend. Et Palerme devient une distance impossible à tenir. À bord, un ingénieur est appelé vers le cockpit, pas pour trouver une solution miracle, pour regarder, lui aussi, ce qu'il reste vraiment possible de faire. Les chiffres sont repris, la trajectoire est réévaluée. La mer, elle, ne bouge pas. Personne ne juge, personne ne panique, mais chacun comprend que la logique initiale s'effondre. Ils n'ont pas pris une mauvaise décision, ils ont décidé dans le faux. Leur raisonnement était cohérent. C'est la réalité qu'on leur avait donnée qui était fausse. Alors, les échanges avec le contrôle aérien continuent, calmes, presque polis. Cette politesse n'est pas un détail. C'est la dernière forme d'ordre qu'ils peuvent maintenir. À cet instant, il ne s'agit plus d'optimiser. Il s'agit de survivre. Palerme n'est plus une option crédible. La mer devient l'unique espace encore atteignable. Le choix n'est plus entre une bonne et une mauvaise solution. Il est entre une solution impossible et une solution presque impossible. Et dans ce mince espace, il décide. L'ATR 72 va amérir. La mer s'étend devant eux, lourde, métallique, presque immobile. Au loin, des bateaux apparaissent sur l'horizon, des silhouettes minuscules mais réelles. Pour l'équipage, elles deviennent un repère, peut-être le dernier. La terre descend sans moteur, plus de traction, plus de poussée, seulement le vent contre la cellule, et cette vitesse qu'il faut conserver jusqu'au dernier instant. Le commandant cherche à poser l'avion près des navires, pas sur une piste, pas dans un axe préparé, sur une surface mouvante, instable, qui ne pardonne aucun excès. Dans le cockpit, les gestes restent précis, une correction, puis une autre, chaque degré compte, chaque mètre compte. À travers certains hublots, des passagers distinguent la mer qui monte. De loin, elle semblait lisse. De près, elle devient une masse dure, vivante, irrégulière. L'avion approche encore. Puis, la physique reprend toute la place. L'impact est brutal. Le fuselage encaisse l'énergie, se rompt, se disloque. L'appareil se brise en plusieurs parties. Le nez, la queue, la section centrale, ce qui était un avion devient une épave ouverte sur la mer. L'eau entre immédiatement, froide, opaque, totale. Une partie de l'appareil sombre. La section centrale, elle, reste encore à flot. Autour, des débris dérivent, des bagages, des morceaux de cabine, des fragments d'ailes. Des passagers émergent, s'accrochent, appellent, battent l'eau. Les bateaux sont là, quelque part autour d'eux. Mais entre voir la mer et comprendre qu'un avion vient de s'y briser, il y a un retard terrible. À bord, ils étaient 39. 23 survivront. 16 ne sortiront pas vivants de cet amérissage. La mer ne tient pas compte des indications du cockpit. À l'impact, il ne reste plus que 3 réalités. La vitesse, l'angle et l'énergie que la cellule doit encaisser. Au début, les enquêteurs restent prudents. Ils envisagent toutes les hypothèses raisonnables. Une contamination du carburant, un problème sur le circuit d'alimentation, peut-être même une panne moteur.
Ces pistes ont un avantage, elles rendent le drame explicable, presque logique. Mais peu à peu, les évidences s'effritent. La récupération du cockpit change tout. Un détail technique bouleverse le récit. Le Fuel Quantity Indicator, l'indicateur de quantité de carburant, affichait des valeurs fausses. Selon lui, les réservoirs contenaient encore assez de carburant. En réalité, ils étaient presque vides. Cette erreur a tout faussé, les calculs, les vérifications, les décisions et jusqu'à la perception même de la situation. Le mensonge n'est pas né dans le cockpit, il est arrivé jusqu'au pilote sous la forme la plus crédible possible, un instrument officiel, monté, validé et considéré comme fiable. Puis vient la controverse. Certains experts affirment qu'en théorie, l'avion pouvait encore atteindre Palerme, à condition de maintenir la vitesse idéale, de mettre les hélices en drapeau au bon moment et d'éviter toute perte inutile d'énergie. Mais d'autres rappellent qu'une trajectoire théorique n'est pas une décision réelle. Dans un cockpit sous tension, avec des alarmes, une altitude qui diminue, la mer en dessous, des communications radio difficiles et des informations contradictoires, le choix n'a rien d'évident. Au fond, cette enquête ne désigne pas un coupable unique. Elle révèle quelque chose de plus troublant. Des décisions rationnelles, prises dans un environnement qui ne l'était plus. On peut discuter les choix, refaire les calculs, juger après coup la vitesse, la trajectoire, les hélices. Mais on ne peut pas ignorer l'essentiel. Ces décisions ont été prises dans une réalité fausse, une réalité de cockpit qui mentait avec autorité.